Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Smart for Change. Chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une semaine qui aura été marquée par le ou les coups de boost chinois puisque les autorités chinoises, depuis le début de la semaine, ne cessent d'ajouter des mesures de relance monétaire mais aussi fiscale et budgétaire. Le package semble avoir un périmètre un peu plus important que les packages de relance précédents, avec encore une fois l'arme monétaire et l'arme budgétaire. C'est ce qu'a promis en tout cas le Politburo, l'organe décisif du Parti communiste chinois qui se réunissait cette semaine, et les marchés en profitent très largement. Les marchés chinois en premier lieu bien sûr, mais cette onde de choc positif se diffuse à l'ensemble des marchés globaux. On le voit depuis le début de la semaine avec des réactions très significatives pour des indices européens comme le CAC 40, chargés en valeurs de luxe, qui ont une grande partie de leur exposition liée à la demande chinoise. Est-ce que c'est d'ailleurs une bonne corrélation ? La relance chinoise telle qu'elle est signalée aujourd'hui par les autorités permettra-t-elle aux consommateurs chinois de retrouver peut-être un peu plus de dynamisme ? Question qu'on se posera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. En tout cas, c'est du vert partout sur les marchés, notamment les marchés actions aujourd'hui, avec quand même un petit caillou dans la chaussure des marchés globaux, le pétrole qui lui nage à contre-courant. On voit les cours du pétrole qui sont en train de baisser de 3% et plus, selon que l'on regarde le WTI ou le baril de Brent, avec un sujet sur l'offre peut-être plus que sur la demande, puisqu'on apprend notamment à travers un article du Financial Times aujourd'hui que l'Arabie Saoudite, pays leader évidemment de l'organisation OPEP, plus l'Arabie Saoudite, semble en avoir marre de se faire grignoter des parts de marché par des producteurs de pétrole non OPEP. On pense bien sûr aux États-Unis, et la stratégie est en train de changer du côté de Riyad, avec l'idée qu'il va falloir peut-être regagner ces parts de marché et donc arrêter la politique de quotas en place depuis quelques années maintenant. Les cours du pétrole qui ont donc replongé violemment au cours de cette séance. Voilà donc pour les sujets de discussion à suivre dans un instant avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, nous nous focaliserons sur le thème du recyclage des plastiques précisément. C'est Paul de Froment, analyste chez Bryan Garnier, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés. Nous retrouvons Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est donc la semaine chinoise. La Chine qui a annoncé tout au long de la semaine des séries de mesures pour soutenir son économie. Oui, la Chine tente donc de relancer son économie grâce à ces nouvelles mesures. Après l'annonce de la baisse de plusieurs taux d'intérêt, les mesures de soutien en faveur de l'immobilier et des banques, Pékin va prendre de nouvelles mesures pour dynamiser l'emploi et va mettre en place des aides aux Chinois dans le besoin et à certaines personnes au chômage. Bon, les réactions de marché, notamment sur les marchés actions, sont unanimes. Déjà, en Asie, le CSI 300 clôture aujourd'hui à la hausse de plus de 4%. C'est la 7e séance d'affilée que l'indice est dans le vert. Ailleurs dans le monde, les bourses européennes profitent largement de ces annonces et évoluent à la hausse. Le CAC 40 gagne plus de 2% au cours de la séance. Au-delà des 7700 points, il est au plus haut depuis 2 mois. Oui, avec des valeurs du luxe au sein du CAC 40 qui se refont un peu la cerise, comme on dit. Oui, les valeurs du luxe bondissent effectivement à Paris. En tête du CAC 40, on retrouve LVMH, Kering et Hermès qui gagnent tous entre 9 et plus de 10% aujourd'hui. Hors indice phare, Christian Dior s'offre un rebond de plus de 8% également. Le secteur des ressources de base en profite aussi largement aujourd'hui. Ainsi, ArcelorMittal signe une hausse de 5%. Au sein du CAC et à l'inverse des valeurs du luxe, on retrouve Téléperformance qui est lanterne rouge du jour. Oui, l'entreprise plonge dans le siège de Concentrix aux États-Unis qui publie des résultats décevants au titre du 3e trimestre. Le bénéfice net recule de presque 80%. Le titre dégringole de 16% à l'ouverture de Wall Street. Téléperformance finit ainsi lanterne rouge du CAC 40 en recul de 10% au cours de la séance. Bon, et puis Ubisoft est aussi en fort recul.
Ubisoft finit lanterne rouge du SBF 120 et du SRD. Le titre plonge de 20% après avoir repoussé la sortie de Assassin's Creed au 14 février prochain. L'éditeur de jeux vidéo avertit également sur ses prévisions annuelles parce que les ventes ne sont pas à la hauteur de ses propres attentes. Côté américain et toujours côté actualité entreprise, Micron brille après ses résultats et tire d'ailleurs l'indice technologique Nasdaq. Oui, l'entreprise dépasse les attentes au 4e trimestre et fait état d'une forte croissance des ventes des puces utilisées pour l'intelligence artificielle. L'entreprise publie des revenus de presque 8 milliards de dollars en progression de 93%. Le titre bondit à l'ouverture de Wall Street de plus de 17%. Dans son sillage, ST Microelectronics gagne 3%. Et puis l'actualité macro et banque centrale surtout, on notera que la Banque nationale suisse a à nouveau baissé ses taux, mais en gardant un pas de 25 points de base. Oui, c'est la 3e fois d'affilée que la Banque nationale suisse réduit son taux directeur de 25 points de base à 1% au niveau de l'inflation. Cette année, la BNS a donc baissé en tout ses taux de 75 points de base. Enfin, quels seront les faits marquants de la séance demain pour les investisseurs, Pauline ? Demain, les investisseurs prendront connaissance des revenus et des dépenses des ménages américains pour le mois d'août, ainsi que l'indice Core PCE, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paré-Sorvitz est avec nous ce soir, le directeur de la recherche de LBP-AM. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Zakaria Darwish nous accompagne également, le responsable des solutions d'investissement taux et crédit chez CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Et Gustavo Orenstein est avec nous également, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. C'est la question que je pose. La Chine relance. Est-ce que la Chine stimule ou est-ce que la Chine simule ? Posé comme ça, elle est pas mal. Donc non, je la teste. C'est réussi. Effectivement, il y a un vrai stimulus sur l'économie chinoise. Est-ce que ça sera assez pour modifier complètement la direction de l'économie chinoise dans les prochains trimestres ? C'est difficile à dire, mais c'est quelque chose qui est plutôt positif. Et surtout, et je crois que l'effet les plus forts, non pas tant sur l'économie réelle, enfin c'est important évidemment, mais c'est vraiment sur le sentiment de marché, sur les émotions du moment, parce que beaucoup d'investisseurs avaient complètement abandonné cette idée chinoise, avaient été déçus à plusieurs reprises depuis plusieurs mois d'une relance qui ne venait pas, des pas trop prudents du gouvernement chinois. Et donc ils ont été pris un peu par surprise, un peu à rebours sur ces annonces beaucoup plus fortes. Et donc ça, évidemment, ça retourne assez violemment le sentiment, et plein de choses, effectivement, dont on ne voulait plus entendre parler, tout d'un coup redeviennent intéressants. Donc c'est d'abord le sentiment, c'est d'abord les marchés, je pense, qui font ce mouvement. Sur l'économie réelle, de toute façon, ça prendra beaucoup de temps et on verra dans les prochains trimestres si ça a un impact réel et concret. À quelles conditions, effectivement, ce sentiment pourrait être un peu soutenable dans le temps, l'amélioration de ce sentiment de marché vis-à-vis de la Chine, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui peut perdurer un peu ? Alors je crois déjà qu'il faut voir ça de point de vue global. Ce qui se passe là en Chine, ça s'ajoute à toute une série d'éléments qui, ces dernières semaines, forment une sorte d'anticorps à ce sentiment de ralentissement, ce perte de momentum qu'on ressentait dans l'économie mondiale, même sa croissance relativement forte, l'économie mondiale. Ça reste quand même assez fort, mais on sentait cette dérivée seconde qui commençait à tourner, ce manque de dynamisme, de bonnes nouvelles. Depuis ces dernières semaines, on commence à voir des choses positives. Les baisses de taux, évidemment, premier anticorps. Les baisses des matières premières, alors d'autant plus qu'elles sont liées à l'offre, c'est extrêmement positif pour le pouvoir d'achat, etc. La désinflation, bien sûr, qui se poursuit. Et puis aussi, maintenant, en plus, on a le cas chinois. Tout d'un coup, on se dit, OK, il y a suffisamment d'anticorps pour contrebalancer les choses négatives qui existent, dont on pourra discuter, mais du coup ça maintient l'équilibre qu'on observe quelque part depuis le début de l'année, un bon équilibre entre les conditions, on va dire, cycliques, la question de la croissance, et puis les conditions financières, les taux d'intérêt. Et ce bon équilibre, c'est ça qui a porté les marchés financiers et qui, selon nous, continuera à les porter dans les prochaines semaines. Les trois anticorps là, qui permettent au marché de tenir aujourd'hui. Sur la Chine spécifiquement, Sébastien, qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie chinoise, là, à ce stade, à quelques mois de la fin de l'année, avec un objectif que tout le monde a en tête, qui est celui de 5% de croissance, et en quoi ce package diffère-t-il peut-être des packages qui ont pu être annoncés précédemment ?
Comme l'a dit Gustavo, je pense que le premier, ce qu'on retient tous, c'est que le marché est content et que tout le monde a un espoir que tout ça marche. Concernant votre question, il se trouve que non, il n'est pas différent des autres. Et là, il y a peut-être un sentiment de panique parce que c'est vrai que les Chinois, les autorités chinoises, le président pensait que la croissance allait être maintenue à cet objectif de 5%. Et panique, en fait, on voit bien que ce n'est pas le cas et que l'économie est en train de décélérer, la confiance n'est pas là. Donc on commence par ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Les taux, ce n'est pas la première fois, sauf que là, on les a baissés un peu plus. Il y a plein de mesures, y compris, on ne l'oublions pas, l'achat d'actions directes. C'est la Banque centrale qui donne presque un peu plus de 70 milliards de dollars pour que les investisseurs institutionnels viennent acheter des actions sur le marché. Et c'est très bien, ça peut générer un peu de confiance. Mais encore une fois, et puis maintenant, il y a la partie budgétaire, en fait, pour l'instant, on ne sait pas. On sait que... Il y a une promesse. Il y a une promesse. C'est là où s'arrête la baisse de l'immobilier. On verra si c'est possible. Partant du début, il y a quand même un choc déflationniste énorme que souffre la Chine. Et ce choc a été induit par le gouvernement. On change de stratégie, plus de bulles, et on a massacré le secteur immobilier qui, jusqu'à un certain moment, représentait 30% du PIB dans la production de valeur dans l'économie chinoise. 30%, une partie de la richesse des ménages. Donc on est dans une situation déflationniste. On a poussé la production, on produit trop en Chine, et d'ailleurs ça inonde sur certains secteurs, on le sait, l'automobile, les batteries, etc., le reste du monde. On est dans une situation déflationniste. Donc ce qu'on sait, et ce qu'on nous a appris à nos dépens, on ne peut pas régler ces choses que en baissant les taux. Il faut agir sur les sources. Donc c'est vrai, il faut stabiliser le secteur immobilier, prendre les mauvaises créances, le mettre dans un trou pour que ça reparte, créer de la confiance, mais surtout, il faut de la demande. Et la demande, c'est vrai, ce que tout le monde attendait, c'est au niveau de la dépense budgétaire qu'il faut le faire. Est-ce que ces mesures pour les plus pauvres, ces mesures pour aider à nouveau les gens à revenir sur le marché, peut-être il faut de l'argent, plus d'argent de poche. Parce que le marché, il n'a pas attendu. Moi, quand je vois les valeurs du luxe qui bondissent comme ça, je me dis le marché est très confiant sur l'idée que la demande chinoise, en tout cas pour certaines catégories de produits vendus par nos groupes français en l'occurrence, le marché est assez convaincu que la demande chinoise va revenir. Mais parce que le mécanisme, le premier mécanisme, on l'a fait nous quand on est rentré après la crise de 2008, cet effet de richesse qui fonctionne chez certains et chez les Chinois les plus fortunés, ça marche. Donc leurs actions vont monter. D'accord. Peut-être donc il y a un lien quand même assez évident de ce point de vue-là. En tous les cas, le marché, il voit. D'accord. Le voit. Encore une fois, c'est le premier malaise chinois. Il y a plein d'autres malaises chinois. Il y a le malaise chinois sur la compétition dans le reste du monde et sa place dans le reste du monde. Eux, ils regardent le monde différemment que nous, on le sait, et ça va être une bataille pour les décennies à venir, je pense. Et puis, il y a l'autre bataille qui nous concerne aujourd'hui, mais celle du commerce, l'accès au marché. Et ça, c'est pas dit où on va. Donc, structurellement, où va la Chine, on ne sait pas. À court terme, cette relance liée à la finance, plus cette relance budgétaire, on va voir les chiffres, Je pense que c'est positif, comme l'a dit Gustavo, pour la conjoncture mondiale, qu'il y ait plus une dose d'anticorps supplémentaire. Voilà, une dose de demande chinoise supplémentaire. On le voit dans les produits et matières premières. Paradoxalement, pas pour l'instant sur le pétrole, alors que la demande chinoise, justement, manque. On va y venir. Mais c'est quelque chose de positif. Zakaria, comment vous regardez la problématique chinoise ? Alors, j'ai regardé un peu l'obligataire chinois, j'avoue que je ne regarde pas ça tous les jours, mais j'ai vu déjà que le taux à 10 ans est à 2%. C'est quand même assez bas. Et qu'il y a quand même un peu de pente sur la courbe, mais j'ai cru comprendre que une partie de la stratégie de la Banque centrale chinoise était d'éviter un aplatissement trop fort de cette courbe. Ils ne veulent pas voir la courbe s'inverser comme nous, on peut le voir ou l'avoir vu, en tout cas, dans nos économies. Il y a l'idée quand même qu'il faut piloter aussi un peu cette courbe de taux en Chine. Oui, tout à fait. En fait, il y a un prisme, comme ça a été souligné, un prisme qui est complètement différent du côté chinois. Et en fait, la Chine, historiquement, par rapport aux investisseurs étrangers sur la partie obligataire, il y a toujours eu en fait cette comparaison d'une part entre le taux américain et le taux chinois. Donc, ça a été favorable pendant un certain temps. Ça a drainé énormément de flux. Plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas d'ailleurs depuis le sujet en fait de la crise immobilière, en fait, où il y a une perte de confiance sur l'économie chinoise. Et il y a aussi le sujet du change.
Donc quand on avait une certaine stabilité au fait du taux de change, eh bien en fait il y avait des investissements qui arrivaient. Depuis que à tort ou à raison, en fait, la Chine a été pointée du doigt sur la manipulation du taux de change ou l'influence sur le taux de change. Eh bien, en fait, cette confiance a été perdue. Et on voit, c'est là où il y a un point d'inflexion qui est particulièrement important avec les dernières annonces, c'est qu'en fait, ce momentum qui était négatif, qui était quelque part leur ennemi, est devenu leur ami, comme dirait Pauline Gratel. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit qu'avec une série de mesures qui ont été annoncées à très court terme, donc sur la partie taux mortgage, taux immobilier, sur les annonces d'aujourd'hui, et puis cette promesse d'annonce lors du congrès à venir de politique fiscale, des mesures beaucoup plus concrètes, on se dit que finalement, en fait, quand on regarde justement typiquement les flux sur les ETF obligataires et actions d'ailleurs, on voit en fait cette inversion. En fait, on n'a eu que des sorties. Et puis là, depuis sur une période récente, on voit en fait ce changement du point de vue des investisseurs. Il y a eu un point d'inflexion là. Exactement, il y a eu un gain qui est particulièrement important en termes d'intérêt par les investisseurs. Et ça aussi, en fait, ça peut expliquer aussi des hausses qui sont importantes aujourd'hui. Quand on regarde, c'est plutôt fait sur les futurs et dérivés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plutôt une couverture aussi d'un consensus de marché qui était plutôt très négatif, qui était à la sous-pondération de la Chine. Et par rapport à la réaction, si on regarde en fait justement donc la bourse chinoise qui monte très fortement dans cet espoir de relance politique et monétaire et fiscale, on voit en fait que l'onde de choc se propage mais se perd en fait. En Europe, on a une hausse qui est très très élevée. Aux États-Unis, un peu plus faible. Mais il y a une logique économique derrière, c'est que les consommateurs, les Chinois sont les consommateurs de l'Europe. Les Américains sont les consommateurs des Chinois. Donc oui, une demande plus élevée et une richesse plus élevée du côté de la Chine, oui, ça a un impact. C'est plus directement bon pour l'Europe que pour les États-Unis. Très clair. Très clair là-dessus. Est-ce que ça peut à un moment, à un certain stade, je ne sais pas, faire remonter un peu le risque inflationniste ? J'entends choc déflationniste très puissant en Chine, peut-être structurel, mais je ne sais pas, dans une logique un peu cyclique, c'est toujours la question. Et si la Chine relance, qu'est-ce qui se passe du côté des matières premières ? Aujourd'hui, en fait, là, pour le coup, il faut se replacer dans un contexte plus global. On est plutôt en phase de ralentissement, on va dire, si on peut oser dire, en fin de cycle de l'autre côté du monde, que ce soit en Europe où on a des économies à plusieurs vitesses, mais plutôt globalement un ralentissement. On va déjà pas très vite, donc on ralentit pas très vite non plus, quoi. Mais... tombe de moins haut. Oui, c'est ça, alors tombe de moins haut, oui. Et aux US également, il y a ce sujet de l'offre dont on va parler. Sur le pétrole spécifiquement, mais il n'y a pas que le pétrole dans les matières premières, quoi. Est-ce que ça peut être, à un moment dans le sentiment de marché, quelque chose qui revient ? Parce que là, tout le monde est désinflation. Ça, il n'y a plus de sujet là-dessus pour l'instant. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est cette désynchronisation entre plusieurs économies. Typiquement, le Brésil a repris sa phase de hausse des taux d'intérêt. Oui. Deux économies qui sont très proches, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande disait... Donc il y a d'autres stabilisateurs, vous dites ? Exactement. Okay. Donc en fait, le fait qu'il y a cette désynchronisation fait que la demande en agrégé, on ne peut pas en fait aujourd'hui avoir une vision beaucoup très claire sur où on va. Ça va dépendre, effectivement, quand ça a été souligné sur la Chine, quel est le paquet fiscal sur lequel on part. Les réponses. Et du coup, ça a un impact... Mais sur cette idée qu'une reprise conjoncturelle de la Chine, telle qu'on l'espère, ou eux l'espèrent en tout cas, est-ce que ça peut raviver un peu cette question inflationniste, je crois Gustavo, ça fait partie des scénarios quand même de risque. En fait, il y a toujours le scénario central dont je parlais tout à l'heure, qui est le scénario d'équilibre. Et pour l'instant, on pense qu'il est maintenu. Mais il y avait toujours eu deux scénarios de risque. Le premier, c'est celui du ralentissement et de la récession. Alors ça, on voit bien ce qui va dans ce sens, les chiffres de l'emploi américain qui commencent à faire un peu peur, les PMI européens, etc., enfin, la partie européenne, les questions budgétaires qui vont commencer à nous hanter, évidemment, plus on va s'approcher des élections américaines, on va se poser plein de questions budgétaires. Bon, en France, on se pose aussi des questions budgétaires. L'Allemagne a déjà répondu. Donc il y a quand même toujours ces questions-là. Donc tout ça, c'est ce qui va dans le sens du ralentissement.
Et puis, il y a les anticorps dont j'ai parlé. Et puis, de l'autre côté, il y avait un scénario dont la probabilité, effectivement, a baissé, mais dont on parlait beaucoup plus en début d'année, qui était celui, au contraire, d'une résilience de l'économie, avec des risques de résurgence de l'inflation, de persistance de l'inflation, avec des idées du style, qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette économie si elle réaccélère, contrairement à ce qu'on imagine. Évidemment, c'est pas du tout ce qui semble le plus probable. Mais bon, c'est pour ça que c'est un risque et un scénario. Peut-être qu'à partir de un certain montant de baisse de taux, peut-être qu'on recommencera à se dire, tiens, peut-être qu'ils ne sont pas allés trop vite, trop fort, quoi. En fait, la Fed fait du risk management. Donc la Fed, elle connaît ces deux scénarios, ces deux risques. Ouais. Mais bon, c'est ça un peu le elle estime que le risque en valait la chandelle. Donc plus important du côté de l'emploi. Donc on regarde plus. Le risque, évidemment, quand vous faites ça, c'est que vous tournez votre bouclier vers un sens et vous êtes plus fragile de l'autre. Alors, quand on regarde les marchés financiers, les endroits les plus fragiles, les plus sensibles à cette question-là, c'est le marché obligataire. Éventuellement, s'il devait y avoir, imaginons juste à très court terme, imaginons que la semaine prochaine, je crois qu'il y a les chiffres de l'emploi qui vont être publiés aux États-Unis. Si on avait une bonne surprise, ce qui arrive, parce qu'il y a une certaine volatilité dans ces chiffres-là. Bonne surprise, c'est des créations d'emplois significatives. Une baisse du chômage, c'est ça. Non, mais... Bon, bien évidemment, il y a un marché dont l'enthousiasme risque d'être un petit peu heurté. Ouais. Dans cet équilibre-là, encore une fois, et c'est pour ça comme ça que nous avons organisé d'ailleurs nos portefeuilles, c'est quand même plutôt à la fin, sur les marchés actions, qu'il nous semble, qu'on trouve le bénéficiaire de cet équilibre. Le marché obligataire aujourd'hui, son problème, c'est qu'il price déjà, il anticipe déjà beaucoup de choses, beaucoup de baisses de taux. Certes, il n'anticipe pas vraiment une récession, mais surtout avec ce qui se passe là avec la Chine, c'est pas le scénario qui, en tout cas, sa probabilité a forcément plutôt diminué qu'augmenté. Oui, en fait, le marché obligataire aujourd'hui ne price pas une récession. Non. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très marquant. C'est-à-dire que, en fait, souvent on dit que le marché obligataire, les gérants obligataires sont trop pessimistes. C'est vraiment noir. Voilà. Et là, en fait, quand on regarde le pricing de marché obligataire, les banquiers centraux reviennent à leur taux neutre. Taux neutre tel qu'on le perçoit aujourd'hui, parce que c'est un gros sujet. Quelques baisses de taux près, quoi. Voilà, effectivement. Exactement. Mais d'accord. Mais il n'y a pas d'excès de ce point de vue. Mais c'est quand même marquant que, en fait, on dise un marché price une récession, mais en fait, on voit les taux. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait des taux négatifs. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est sur des taux terminaux en Europe un peu au-dessus d'1,5, aux US autour des 3, 2,75. Ouais. Donc finalement, en fait, on est dans un scénario de soft landing. Et donc, et là, à ce stade, vous dites les marchés, est-ce que signalent les banques centrales, la Fed, notamment avec des outils de projection qui permettent de lire une médiane, on va dire, hein. Mais vous dites les marchés et la Fed, par exemple, ne sont pas si déconnectés que ça sur l'idée de la destination finale, du rythme à laquelle on peut arriver à cette destination finale. Oui, ce qu'on peut avoir, et je pense que c'est ça qui anime les débats en ce moment, typiquement 50 ou 25 qu'on a eu sur la première baisse, c'est comment on ajuste finalement ce pas d'avancement. Ce voyage. Oui, ce voyage. Comment on ajuste le voyage. Le voyage. Mais finalement, en fait, c'est le taux terminal qui va vraiment compter. Ah ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on revient à une politique monétaire qui finalement est neutre globalement sur l'économie parce qu'on pense que c'est job is done et effectivement on ne veut pas non plus complètement baisser le bouclier sur la partie inflation, ou est-ce qu'on se dit non, en fait on va dans le mur. Et quand on voit les projections justement sur le chômage à 4,3% à fin d'année, aujourd'hui on s'attend à 4,2%, probablement on arrivera à 4,3. Finalement, ça ne sont pas déconnectés. Le scénario de la Fed sur l'emploi n'est pas si... Enfin, il a été révisé. Oui, bien sûr. Mais les prochains scénarios, enfin, le scénario actuel, avec ce chemin en fait, de baisse des taux, ne sont pas si déconnectés que ça du pricing de marché. Oui, petit point sur l'aspect statistique américaine. Oui, les révisions sur le marché du travail ont été importantes. J'entends beaucoup de critiques par rapport à ça. Bon, il y a ceux qui révisent leurs chiffres à des dates et des périodes données, qui font un exercice de rigueur et de sérieux par rapport à ça. Et puis, il y a pour les autres des statistiques chinoises ou russes qui ne sont jamais révisées et qui ne sont jamais... Non, mais il faut le dire quand même. Je veux dire, pour moi, c'est quand même la garantie du sérieux d'un institut statistique, d'être capable de réviser ses chiffres et de le faire à des périodes données et fixées à l'avance. Sur ces sujets, puis je veux bien qu'on parle du pétrole et m'expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement, au moment où la Chine relance, on a une réaction de marché très positive sur plein de classes d'actifs, mais pas sur le pétrole. Je vais faire deux remarques juste avant. Vas-y. Sur la Chine, sur les taux chinois. Il faut dire que dans cette idée de relancer, un des problèmes pour les Chinois, c'est que pour tuer le marché immobilier, les taux mortgage, donc des emprunts immobiliers, sont
extrêmement élevé en termes réels. C'est-à-dire qu'on est en déflation. Donc, pour les revenus qui ne progressent pas, c'est très cher. Ça doit être autour de 5 ou 6% si vous achetez. Donc, c'est très élevé du point de vue réel. Donc, évidemment, avec une inflation zéro. Voilà. Non, négative. Oui, négative, autant pour moi. Donc c'est un des sujets. Sur les taux, moi, je ne sais pas ce que price le marché parce qu'on ne sait plus. Tous les petits incidents, mécanismes, outils, etc., pour prévoir des récessions, aucun n'a marché sur les 2 dernières années. Pas de chance. Donc, on n'a pas vraiment de boussole. Il n'empêche que ce que prévoit le marché, pendant 5 ou 6 fois, le marché a voulu que la Fed baisse. Là, c'est une nouvelle baisse. Et donc, les taux longs, c'est notre avis, aux US, en tous les cas, sont allés un peu trop loin. Et donc, via le débat merveilleux sur le taux neutre, ou la fameuse étoile, le taux, le R étoile, ou vous le mettez comme vous voulez, mais et on a du mal à voir les étoiles, en fait. On a beaucoup de mal. Il avait dit, Powell, on navigue quoi ? On navigue sur un bateau aux étoiles, mais avec un ciel très nuageux. C'est nuageux, on les voit mal, et chacun a son étoile. Et donc, cette convergence, elle va être lente. La Fed, pour diverses raisons, parce que vous arrivez à la réunion de la Fed et chacun donne un chiffre sur le PIB, etc., y compris sur les taux. Et quand on vous demande c'est quoi le taux à long terme, vous donnez un chiffre. Un numéro. Alors, oui, un chiffre qui c'est de la cartomancie. Et vous ne voulez pas vous écarter trop du précédent parce que ça va faire bouger les marchés. Et donc, à long terme, la vue à long terme, elle ne change pas non plus toutes les 6 semaines, quoi, j'espère. Oui, mais c'est... Quand on est banquier central, en tout cas. Mais ça peut changer quand vous venez d'un monde que vous n'avez pas tout compris. Mais je crois qu'il a été un peu réajusté, le taux long terme. D'ailleurs, et Jérôme Powell s'interroge explicitement. Et voilà. On pense qu'il est plus élevé. Et la raison, c'est un peu de tout ce qu'on a discuté sur le long terme, tous les besoins budgétaires, les problèmes budgétaires, la transition énergétique aujourd'hui, les difficultés du monde, de être dans ce monde, la défense. Bon, bref. Donc pour vous, il y aura une déception. Et donc, le marché doit accepter l'idée qu'il sera peut-être déçu à un moment parce que la Fed est capable de délivrer. Non, parce que la Fed va aller vers ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse la Fed va aller sur le taux neutre que moi-même je ne connais pas, mais que je pense est plus haut que de 2,9. Et donc, le marché est déjà même très en dessous de 2,9 pour le taux terminal. Ouais. Très en dessous. Donc, à un moment donné, ça va corriger. Est-ce que ça aura un très gros impact sur l'économie ? Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, tout le monde est sur l'atterrissage en douceur et le premier d'entre nous, c'est la Fed. La Fed veut l'atterrissage. Donc, et tout ça, c'est le contexte. Je reviens au prix du pétrole. Le prix du pétrole, on a aujourd'hui cette annonce comme quoi l'Arabie Saoudite, ça y est, elle en a marre. On lui prend des parts de marché. Elle capitule. Moi, j'ai coupé de 2 millions de barils. Moi, je pourrais produire 11 millions. Je suis à 9 et quelques. C'est pas possible. Moi, j'arrête. Je me fais enfler, quoi. J'ai accepté que certains d'entre nous à l'OPEP puissent truander. Le premier, c'est l'Irak, mais surtout, c'est les Émirats. C'est les Émirats. Le Kazakhstan, on dit aussi. Le gros... ils sont plusieurs, quoi. Visiblement, à ne pas respecter les quotas. Le gros truand, mais pour des raisons de relations, etc., ce sont les Émirats. Et l'autre deuxième truand, c'est la Russie. Il ne faut pas l'oublier. Oui, dans l'OPEP. Plus. Donc là, il en a marre. Évidemment, les Américains, entre-temps... Donc il y a un problème au sein de l'OPEP+. Déjà, d'accord. Et on a... Et ceux qui en profitent, c'est les Américains. Les Américains en profitent. Alors, il y a eu ces problèmes de réserve stratégique, etc. Bon, bref, au niveau de l'offre, on a toujours, ce qu'on sait, c'est que l'Arabie Saoudite peut piloter un peu ce marché. Il a coupé 2 millions, le prix a monté. Là, le marché spécule qu'ils vont revenir, donc forcément plus d'offres, parce qu'on a un problème de demande. C'est vrai que la demande, elle est beaucoup plus lente, elle progresse. Oui, mais elle progresse toujours. Elle progresse toujours. Oui, elle progresse toujours. On est à 100, l'offre et la demande est à peu près équilibrée. Oui, à quelques millions, 104 millions de barils jour. Donc, on est à peu près équilibré. Il n'empêche que si l'Arabie Saoudite met 1 million, 2 millions, bien sûr, oui. On est en déséquilibre. On est inondé. Le prix doit baisser. Donc, nous, on pense que l'Arabie Saoudite ne le fera pas. Ça va monter. Et d'autant plus, si, et c'était votre question, est-ce que la Chine change l'équation de la demande mondiale et aide la relance un peu partout pour que le soft landing se fasse, il y aura plus de demandes de pétrole. Donc l'Arabie Saoudite a tout intérêt à attendre le plan de relance chinois, quoi, d'une certaine manière. C'est pas maintenant que la Chine relance qu'il faudrait que l'Arabie Saoudite capitule sur l'idée
l'idée de refaire monter les prix. Quel que soit le marché, vous pouvez tuer vos adversaires en baissant le prix très bas. Le break-even, c'est-à-dire le niveau de prix du pétrole qui équilibre le budget saoudien, il n'est pas à $70, il est plutôt à 80, 90. Donc, vous pouvez aller à 60, à 50. On va tuer quelques producteurs, mais je pense que personne ne va faire ça, y compris l'Arabie saoudite. Donc, je pense que si la demande est là, les choses vont repartir, où on aura encore une fois une autre bataille dans le monde sur le prix du pétrole, qui contrôle l'offre de pétrole dans le monde. La guerre des parts de marché. Vous disiez tout à l'heure, Gustavo, si c'est un sujet d'offre, c'est une bonne nouvelle macro. Oui, bien sûr. En fait, quand l'économie ralentit, le prix du pétrole baisse. Alors, c'est une sorte d'anticorps aussi, le fait que le prix du pétrole baisse. C'est un stabilisateur, c'est ça. C'est un stabilisateur, parce que le prix du pétrole baisse précisément parce que la demande baisse. Alors c'est l'équilibre simplement sur un marché. Mais là, c'est différent. Là, c'est plus d'offres. Ça fait partie des chocs d'offres positifs. Donc, ça, c'est net positif pour l'ensemble des consommateurs. Alors, pas spécialement pour les producteurs, évidemment, ou les pays producteurs, mais bon, pour l'Europe, pour une grande partie des États-Unis, pas la partie productrice, évidemment, c'est quelque chose de positif. Mais pour l'Europe, notamment, c'est positif pour les consommateurs. C'est une question de pouvoir d'achat, on sait bien que c'est bien quelque chose qu'on aime, c'est quand le prix de l'essence baisse, c'est très visible, et ça aussi aux États-Unis, ça va être quelque chose de très positif. Et puis c'est bon pour les marges, un certain nombre d'entreprises qui vont également en profiter. Donc ça se rajoute à tout le reste. Après, effectivement, est-ce que ça va vraiment... J'ai pas l'impression qu'on soit revenu en 2014. Je crois que c'est en 2014 qu'il y avait déjà eu ce genre de mouvement. Vraiment, le pétrole, ça avait beaucoup... Guerre des parts de marché. Oui, bien sûr. Bon, est-ce qu'on revient comme en 2014 ? Est-ce que c'est du bluff ? J'en sais rien. Non. Je ne suis pas dans les petits papiers de l'OPEP. Mais en tout cas, là, instantanément, le message est positif. Et c'est ça vraiment la réponse. C'est vraiment une réponse de sentiment. Je pense que la réalité des choses... On verra dans les prochains. Ouais, c'est ça. D'accord. En attendant, on débloque quelque chose. En plus, sur tout un segment qui était extrêmement... où le sentiment était très négatif, le luxe, les matières premières, la Chine elle-même, évidemment. Donc là, on libère un peu Quand vous dites on libère, ça veut dire esprits animaux, comme techniquement, il y a des phénomènes de rachat de positions vendeuses sur ces actifs-là qui s'étaient accumulés. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Rachat de positions vendeuses, effectivement, d'accord, de gérants sous-pondérés sur le luxe. Ouais, c'est ça, qui sont obligés de remettre un peu. Ok. Et en plus, probablement que le luxe aussi avait été trop loin en termes de... Donc ça débloque quelque chose. Ok, c'est très clair. Les marchés financiers suivent plus ou moins le reste du il y a le jeu de l'anticipation des marchés, et comme vous dites, il y aura un moment de confirmation ou d'infirmation de ce qui a été anticipé par le marché de ce point de vue-là. Si je vous annonce que le marché va être volatile, on n'a pas fait beaucoup progresser la chose, mais bon. 2014, c'était l'excès d'offres américaines, c'était l'arrivée du gaz du pétrole de schiste, et donc, mais c'était pas fait exprès, en fait. Et de fait, l'industrie du pétrole américain, rappelez-vous, a plongé. Cette fois-ci, je ne sais pas ce qu'ont vont faire les Saoudiens. Je pense que c'est quand même risqué comme stratégie. Mais le point, j'entends, le point sur se dire qu'on va se priver des quotas de production et de l'idée de faire remonter les prix, alors qu'on a un effet peut-être demande chinoise devant nous demain, j'en sais rien, on verra. La patience. Sachant qu'ils ont quand même déjà enfin, je veux dire, il y a le tissu industriel chinois, il ne faut pas se méprendre. Tourne quand même à plein régime. Enfin, je veux dire, alors il n'y a pas la consommation domestique pour absorber, mais c'est quand même les usines chinoises, elles produisent quoi, de ce point de vue-là. Comme dit Gustavo, donc, est-ce qu'ils pourront produire encore plus demain ? J'en sais rien. Mais si le prix du pétrole reste là où les voies, il baisse davantage, et c'est sûr, ça va être un élément de relance pour nous tous qui sommes des consommateurs de pétrole et d'énergie. Un mot quand même de ce qui se passe en Europe. Partant des marchés obligataires, Zakaria, donc ça n'a échappé à personne désormais. Donc la France, si on prend l'OAT, le benchmark de référence, le rendement de la dette française à 10 ans, donc on était déjà passé au-dessus du Portugal, ça fait déjà quelques temps, je crois. Là, désormais, on est en train de faire jeu égal avec l'Espagne. Je crois que le spread entre la France et l'Italie a dû être divisé par 2 en quelques mois. On doit être à peut-être 60 points de base de spread aujourd'hui, France et Italie. On était beaucoup plus, j'imagine, encore il y a quelques mois. Et puis la tension entre la France et l'Allemagne, l'Allemagne restant évidemment le benchmark ultime pour la zone européenne. Qu'est-ce que ça nous dit de l'attitude du marché là, vis-à-vis de la question budgétaire et fiscale française ? Alors je pense que les mouvements traduisent souvent des choses d'anticipation. Je reviens aussi toujours au sujet de la tendance. C'est-à-dire qu'au final, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de la France parce que le spread s'est écarté par rapport à cette moyenne qu'on a connue quelques années. Mais ça ne remet pas du tout en
question en cause en fait on va dire l'équilibre ou le niveau de la signature française. On compare par exemple par rapport à l'Espagne aujourd'hui. Appelons la France, elle est dans le groupe des AA et l'Espagne c'est le single A. Je pense que fondamentalement le marché pose une question sur la tendance, sur quel signal on envoie à long terme sur la soutenabilité de la dette, comment on utilise la dette. Et c'est pas qu'un sujet France, en fait, c'est vraiment un sujet, on va dire, de différents pays. Typiquement, la Grèce, qui aujourd'hui est encore rated à yield, avec un niveau de dette sur PIB qui reste très élevé, eh bien, en fait, elle vient d'un niveau d'endettement très élevé. Elle marque une trajectoire, en fait, de désendettement qui est très élevée. Ouais. Et du coup, c'est ça, en fait, finalement, auquel le marché est quelque part sensible. Je reviens sur le point de la France, parce que le poids la maturité moyenne de la dette française, c'est de 8 ans. Oui. Et donc, aujourd'hui, s'il y a de la volatilité sur le taux français, ça n'a pas d'impact à court ni à non, il y a de l'inertie avant que les taux actuels de marché se transmettent évidemment au c'est nouveau intéressant flux, parce que typiquement l'exemple italien, quand il y a eu un changement de gouvernement et qu'il y a eu de la pression sur les spreads, pareil, en fait, on avait eu beaucoup d'inquiétudes sur et pareil, en fait, comme on avait une dette moyenne à 5 ans et demi, au final, l'impact... L'épisode a été suffisamment bref pour qu'il n'y ait pas d'impact sur le coût de la dette pour l'Italie. Mais du coup, ça pose des questions à long terme. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui que les pays du Sud, type Espagne, type Grèce, type Portugal, ils ont une trajectoire en fait, de dette, ils ont une trajectoire d'investissement aussi, de productivité. Et quand on compare par différents pays, il y a la France, mais il y a aussi, on a parlé aussi de l'exemple de l'Allemagne, où finalement, en fait, l'appareil productif est à l'arrêt. Et du coup, à un moment ou à un autre, en fait, l'investisseur va se dire, OK, l'Allemagne, c'est AAA, il y a la rigueur budgétaire, mais est-ce que sur un horizon, l'Allemagne vient s'endetter sur des horizons de temps qui sont très élevés, est-ce que je suis confiant est-ce que je suis rémunéré pour ce risque-là? Et donc, je pense que quelque part, c'est ça la question qu'il pose, c'est une question de tendance de fond. Et c'est là où le marché questionne toujours en fait, les gouvernements pour voir en fait, cet équilibre entre est-ce que j'emprunte fort pour investir, pour créer de la valeur, de la richesse, bien sûr. ou est-ce que je déleverage, en gros, je réduis ma charge de dette parce que je veux retourner à une situation qui est plus équilibrée. Oui, c'est ça. Bon. C'est austérité ou investissement, quoi. C'est un peu le. C'est un équilibre toujours. C'est un équilibre entre ces deux. Un savant ces deux parties du spectre. Entre ces deux spectres. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc, bien sûr. Zachary a dit il n'y a pas de changement de statut, mais quand même, au fur et à mesure, on voit quand même. À la fois des pays de la périphérie qui ont fait des efforts importants depuis 10 ans et qui envoient les bénéfices aujourd'hui sur leur signature, avec quand même un upgrade de rating qui est spectaculaire. Vous disiez la Grèce est encore élite, mais ils doivent passer investment grade, la Grèce, non? Ils sont split rating, c'est-à-dire qu'il y a une agence d'accord. Bon, mais S&P les a mis investment grade, je crois. Donc il y a quand même une agence déjà. Enfin, il y a quand même ce mouvement. Et donc dans ce mouvement-là. Est-ce que la France bouge pas? Est-ce que ça bouge autour? Ou est-ce qu'elle perd un peu quand même de son statut? Alors, de cœur ou de semi-cœur, je ne sais plus où est la France entre les deux, mais... Et après, c'est la périphérie, quoi. Alors, en fait, c'est très complexe en réalité. Parce que moi, ce qui me fascine depuis très longtemps maintenant, que je suis les marchés, c'est dans le fond, pourquoi y a-t-il des différences de taux d'intérêt au sein d'une zone monétaire unique entre les souverains? Évidemment, le cas de la Grèce a tellement impacté qu'effectivement, on a l'impression de prendre plus de risques, mais quand même, dans le fond, c'est quand même assez étonnant. C'est difficile de trouver un modèle très clair. Bon, si on utilisait un modèle, je sais pas, qu'on utilise pour les pays émergents pour essayer de mettre des spreads souverains en Europe, on n'y arriverait pas. C'est très différent. Ce qui se passe en Europe, c'est vraiment très particulier. J'en ai lu des papiers de la BCE, on a fait plein, tous les chercheurs essaient de comprendre. Mais fondamentalement, le spread devrait être nul pour tous les pays, grosso modo. Ce qui a d'ailleurs été une grande partie de l'histoire de la convergence. Et puis... Même avec les imperfections de la zone monétaire actuelle. Parce que si vous me dites, dans un monde idéal, une zone monétaire parfaite, j'entends. Mais on sait que ce n'est pas la réalité immédiate. C'est-à-dire le risque de faillite de la France, de défaut français, est quand même... Enfin, si c'est ça qui explique le spread, c'est extrêmement difficile de le donner un prix. Pour moi, c'est très très proche de zéro, ou zéro même probablement. Enfin, c'est vraiment...
Mais il y a une vie de ce spread dans la tête des investisseurs, chez les investisseurs étrangers peut-être, qui crée un peu mais c'est très difficile de lui donner des justifications très précises, de trouver des métriques, de vous dire s'il se passe ceci, alors les taux vont faire cela. J'en sais rien, il suffit juste que les gens pensent autre chose. C'est un équilibre multiple total. D'ailleurs, ce qui s'est passé, le fameux whatever it takes de Draghi le montre, c'est un équilibre multiple total. Du moment qu'on pense qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Et donc, c'est fascinant. Honnêtement, parmi toutes les j'entends. Et il y en a une est vraiment fascinante. Et ça vaut la reste peine un de cas d'école historique. Oui, comment expliquer les spreads intra-européens alors qu'on a une seule banque centrale, une seule monnaie. C'est fascinant. Il y a une explication qui nous a été donnée par la BCE un jour. Quelqu'un a décidé, pression des Allemands, etc., que en fait, la BCE pouvait avoir un traitement différent des dettes au sein d'une union monétaire. Et à partir de là, ça a quand même posé problème. C'est-à-dire que quand on dit que je ne peux pas accepter comme collatéral n'importe qui ne fait pas tel effort, je change le statut dans, comme dit Gustavo, ce qui ne devrait pas arriver. C'est-à-dire qu'il y a toujours le prêteur en dernier ressort, qui est la Banque centrale, qui devrait annuler tout spread. Toutes les dettes au sein de la zone euro valent la même chose. Quel que soit le rating du pays, quoi. Oui, et en tous les cas, ce qui est sûr, votre question, le statut de la France est en train de changer. Et c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas que ça change. Malgré la surprise, on devrait être tous théoriquement à des spreads zéro vis-à-vis de l'Allemagne. Mais il se trouve qu'il y a quelques papiers dans le monde et personne n'arrive à l'expliquer parce que les Américains ont 7% de déficit public, voire davantage. Et leur trajectoire, elle est beaucoup plus mauvaise que la nôtre. Il n'empêche que eux, leur taux, c'est pas le sujet. Le marché est très content, voire les taux ont beaucoup baissé. Nous, on souffre aujourd'hui. Mais notre statut a baissé. Et il va falloir que notre nouveau gouvernement trouve une stratégie de sortie pour rassurer. Comment on parle aux créanciers de la France, là ? Parce qu'on sait bien qu'on va pas faire 100 milliards d'économies, là, sur les 5 ans qui viennent. Comment on parle aux créanciers de la France ? Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un sujet de communication, même. Et donc, il y a ceux qui disent, on s'en fout. Et donc, ça, on sait que ça ne va pas marcher. Et il y a ceux qui disent... 50% de la dette française détenue par des non-résidents. Alors ça, c'est l'autre sujet. Non, mais donc, pour ceux qui disent, on s'en fout, quoi. Voilà. Et il se on parle à 50%. Notre dette et celle des Allemands est détenue par les étrangers, en tous les cas en grande partie, par rapport à tous les autres. Oui, plus que pour les autres pays européens. Non, mais beaucoup plus. Et les Italiens, maintenant, ils ont à nouveau le soutien, d'ailleurs, de leurs propres citoyens qui détiennent une partie de la dette. Ils ont eu des belles émissions. Non, il faut communiquer, il faut qu'on fasse des efforts. Le problème de la France, c'est pas tellement parce que la dette est élevée, mais elle est gérable. Je pense que, évidemment, on peut demander encore plus d'efforts aux Français, de payer plus d'impôts, mais c'est sa soutenabilité. On a un problème, on ne sait plus, et là, on voit bien l'impasse. On ne sait pas où aller chercher l'argent. On ne sait pas, on coupe la dépense, on monte encore les impôts. Il n'y a pas de stratégie, de consensus stratégique. Comment on le trouve ? Vous allez avoir une semaine bien remplie, Grégoire, parce que là, moi, ça va être compliqué, moi non, compliqué de commenter de comment on fait. Comment on fait ? Oui. Et c'est un vrai sujet, et ça va intéresser beaucoup de gens. Ça va intéresser beaucoup de gens, et notamment les investisseurs. Pas que en tous les cas, pour nous, on continue à jouer. On pense qu'il y a des choses à faire sur l'obligataire. Nous, on est très exposés. Alors, sur un mot là-dessus, sur la stratégie, rapidement. Nous, même sur les taux, il y a non seulement la direction, hein, évidemment. Nous, on ne pense pas que les taux vont continuer à baisser. Au contraire, on pense qu'il va y avoir un pic d'appel. Mais ils ont beaucoup baissé. Mais sur la courbe, nous, on pense qu'elle peut continuer à se redresser, la courbe, et donc on joue là-dessus. Nous, on est très actifs là-dessus, et sur le crédit, on pense qu'il y a encore des choses à faire. Il faut être beaucoup plus intelligent aujourd'hui, en tous les cas, ou pour certains, avoir plus de chances pour aller collecter là où on met dans ses portefeuilles des valeurs qui sont intéressantes, même si les spreads sont extrêmement serrés. Stratégie sur les marchés taux, crédit, là, effectivement, dans cette phase quand même de baisse de taux qui arrive, pour dire ça. Alors sur la partie purement taux, c'est la partie courte qui est intéressante parce qu'au fait on est rentré dans un cycle de baisse des taux et le pricing est parfait pour un soft landing. Et en gros, en fait... Mais ça reste intéressant d'être sur le court, là, aujourd'hui. Oui, clairement. D'accord. Et justement, avec une couverture sur la partie longue. Parce qu'en fait, les deux gros sujets qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce que l'économie ralentit plus que les signes avant-coureurs que l'on a, ou un peu plus qu'avant-coureurs que ce qu'on voit en Europe,
et auquel cas, le taux auquel doit atterrir... Il y a de la valeur encore Oui, Ouais, donc ok. c'est pas le taux neutre où il faut atterrir mais en accommodation. beaucoup plus bas. Ok. Et la deuxième chose, c'est le sujet global de la soutenabilité de la dette. Et là, sur la partie longue, on devrait avoir une repontification de la courbe qui est plus élevée. Ok. Sur la partie crédit, à proprement parler, les spreads de crédit sont beaucoup resserrés. Et là, pareil, ça price un choc modéré, on va dire. Il y a un coussin sur certains segments plutôt que sur d'autres. Typiquement, l'immobilier, aujourd'hui, le coussin est bien... reconstitué. C'est un matelas, on va dire. Non, il est encore large. Il est encore large. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que les investisseurs, avec ce mindset, avec cette idée comme quoi on rentre dans la phase de baisse des taux, on voit une activité sur le marché d'émissions qui est énorme. Énorme. Et donc, en fait... Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est qu'en gros, on a du déploiement du cash qui était sur les taux monétaires. Et maintenant qu'on se rend compte que les taux monétaires ils commencent à baisser, ça ne va pas rester de façon éternelle là-dessus, eh bien, il y a ce déploiement sur le crédit. Et ça a cette vertu positive de refinancer les échéances les plus courtes. Et du coup, on se retrouve avec des émetteurs qui, certes, s'il y a un ralentissement économique, vont se retrouver dans une situation plus compliqué d'un point de vue financier, mais ils n'ont pas besoin de refinancer à court terme. Et c'est ces émetteurs-là, effectivement, c'est là où il faut aller travailler ce segment-là, où il y a encore beaucoup d'investissements à faire. Gustavo, pour conclure avec vous, je veux bien dire un mot sur la partie action notamment, parce que vous dites c'est là où le risk-reward vous paraît le plus intéressant dans une gestion globale. Là. Oui, aujourd'hui, effectivement, on va dire dans une gestion où il y a diversifié, où il y aurait des actions et des taux, on serait effectivement plutôt surpondéré sur les actions. On pense que c'est une classe d'actifs au niveau international où il y a beaucoup encore de valeurs. Évidemment, il y a des différences et il faut aller regarder les thèmes. Vous savez que nous, on fait des thèmes plutôt macro sur cette partie action, mais il y a des thèmes qui continuent à être intéressants sur l'investissement des entreprises, toujours des entreprises de qualité, des financières toujours en Europe, également au Japon, qui nous semblent intéressantes. Également sur la partie industrielle aussi, qui a beaucoup souffert. Alors, évidemment, ça a été accéléré par l'histoire chinoise, donc ça reste que des thèmes qui nous intéressent. Et sur la partie obligataire, on reste absent de la duration. Je comprends évidemment, et j'entends souvent de dire, on discute avec les gérants, on me dit, non mais Gustavo, tu comprends, les obligations, c'est face, tu gagnes, et pile, tu perds pas. Et je dis oui, mais c'est pas évident non plus. Les taux longs price beaucoup, sont relativement chers. Ouais. Et je ne suis pas si pessimiste que ça sur cet ensemble-là. Il y a un bon équilibre entre croissance et taux aujourd'hui, et c'est plutôt favorable aux actions, quelque part, qu'aux taux longs. Sur la partie taux court, c'est un peu différent, parce que dans le fond, faire du monétaire ou faire je ne sais pas jusqu'où ça va les taux courts, mais... Taux court, c'est 2 ans. Voilà, sur du 2 ans, bon, ça, le 2 ans aussi, price semble beaucoup de choses. Il y a une certaine équivalence, plus ou moins, à l'horizon visible, entre les deux, peut-être un peu, effectivement, de quelques surprises de baisse de taux, mais c'est vrai que c'est pas évident de surprendre à ce stade les anticipations. Mais le marché action, lui, nous semble avoir plus de valeur, et notamment l'Europe, évidemment, qui a beaucoup souffert. Je retiens les doses d'anticorps qui sont en train d'arriver en ce moment. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Gustavo Orenstein, Dorval Asset Management, Zakaria Darwish, CPR Asset Management et Sébastien Paris-Horvitz, LBP AM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du recyclage des plastiques précisément. Nous en parlons avec Paul Defroment, qui est Managing Director au sein de la recherche action de Bryan Garnier. Bonsoir Paul. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes analyste spécialiste de la clean tech et de la transition énergétique. Le thème du recyclage des plastiques... Comment on circonscrit le périmètre? C'est-à-dire de quoi on parle quand on évoque ce sujet, de quel type de plastique et quels sont les drivers de ce marché du recyclage de plastique aujourd'hui, Paul? Alors, le plastique, c'est une thématique qui est assez large. Le plastique, il y en a beaucoup. Déjà, première chose, il faut dissocier le plastique du déchet plastique. C'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais la production de plastique, c'est à peu près 400 millions de tonnes par an. Le déchet plastique, c'est à peu près 300 millions de tonnes par an. Donc, ce qui s'explique parce que tous les plastiques ne se retrouvent pas déchets au bout d'une année. Et dans ces 300 millions de tonnes de déchets plastiques, il y a des plastiques qui sont assez bien représentés, c'est assez fragmenté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que 10% de ce déchet plastique qui est recyclé. Le reste étant incinéré, mis en décharge
ou perdus. 10% de 300 millions de tonnes de déchets Exactement. plastiques sont recyclés Dans le monde. dans le monde. En Europe, c'est un petit peu plus, autour de 15%, mais dans le monde, c'est 10%. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que seulement 10% et parce qu'en fait, déjà, premièrement, c'est pas aussi simple que ça de recycler du plastique. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une filière qui soit mise en place, une filière de recyclage. Ça commence par la collecte et ça passe ensuite par le recyclage et ensuite des débouchés de ce plastique recyclé. Et c'est là où toutes les filières, en fait, ne se valent pas les unes avec les autres. Il y a des types de plastique ou de déchets plastiques qui sont recyclables aujourd'hui quand d'autres ne le sont pas. On pense au PET, c'est ça notamment, Paul ? Oui, tout à fait. Le PET est un bon exemple parce que le PET est, je dirais, aujourd'hui un des plastiques dont la filière est la plus mature en termes de recyclage. C'est la filière pionnière un peu de ce sujet du recyclage plastique, quoi. En réalité, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que ce qu'on regarde dans le plastique, c'est à quel point il se transforme en déchets plastiques. C'est ce qu'on appelle en anglais le lifetime to waste. Et plus ce temps est court, plus il est urgent de trouver une solution pour le recycler. Et le PET, vu que le PET est surtout présent dans le packaging, surtout dans les bouteilles notamment, en plastique, le PET a une durée en fait très courte entre la production et le moment où il devient déchet. Et le moment où il devient déchet. Et donc la filière, en fait, c'est structuré autour de ça. Et comment est-ce qu'une filière se structure ? Ça commence d'abord par, en général, une pression réglementaire. Donc c'est là où on a une directive européenne qui dit clairement que, par exemple, en 2025, toutes les bouteilles de plastique doivent contenir au moins 25% de plastique recyclé. 2030, au moins 30%. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça force les entreprises à s'adapter. Et la deuxième chose, je dirais, le deuxième driver, c'est que vous avez une pression croissante de la part des consommateurs, une sensibilité plus importante, ce qui force les marques à s'engager pour justement créer ou favoriser en fait cette filière de recyclage. Et là, on a des exemples très pertinents. On a, par exemple, Danone a supprimé les couleurs pour les bouteilles de Badois, les couleurs vertes et rouges, parce que la pigmentation était un problème dans la pour le recyclage. C'est une entrave au recyclage. C'est une entrave au recyclage, tout à fait. Clair. Et ça, c'est parce que le consommateur final de Badois a fait la différence. Non, alors je dirais que le consommateur final a une sensibilité plus importante. D'accord. Et donc les marques font un effort. Ils trouvent de l'intérêt pour justement après et ensuite disent très clairement. Mettre en avant très clairement. Bien sûr, pourquoi mettre en avant l'effort. Mais c'est ça. Mais par exemple, on sait que les plastiques, ce qu'on appelle les plastiques complexes, c'est-à-dire qu'on a des emballages qui sont composés de plusieurs plastiques. Haribo, par exemple, a décidé de faire des sacs plastiques monocouches pour que ce soit plus facile à recycler. Donc voilà, on a un certain type d'engagement. Et en fait, quand on prend la réglementation et les grandes marques, on commence à avoir... Il y a quelque chose qui structure. Quelque chose qui se fait. Et maintenant, par contre, il faut que la collecte et les technologies de recyclage suivent. Ouais. Bah justement, vous disiez c'est pas si. Pourquoi il y a que 10% des déchets plastiques qui sont. Vous disiez c'est pas si facile. Il y a une question de techno qui se pose. Quelles sont les technos existantes là qui fonctionnent, sur lesquelles elles sont validées et ça fonctionne, et quels sont les espoirs peut-être pour demain ? Alors, les technologies existent. Il y en a. Je dirais il y a deux grandes familles pour le PET. C'est pas que pour le PET, c'est aussi pour les autres plastiques LDPE, HDPE, qui sont des plastiques de grande consommation qu'on trouve dans le packaging. On a ce qu'on appelle le recyclage thermomécanique et le recyclage chimique. C'est à peu près deux grandes familles. Aujourd'hui, la quasi-totalité des capacités, c'est du thermomécanique. Le thermomécanique, basiquement, c'est-à-dire qu'on récupère le déchet plastique, on le broie, on le trie, on le broie, on le chauffe et on le reforme. D'accord. Le chimique va être un petit peu plus compliqué, mais déjà... Pour finir sur le thermomécanique, c'est très bien parce que c'est une filière qui est mature, qui fonctionne très bien. Elle a quelques petits défauts. Les petits défauts, c'est que sur le déchet qu'elle reçoit, elle est un peu exigeante parce qu'elle ne peut pas tout recycler. La phase de tri est très importante, quoi. Et c'est là où on arrive aux fameux plastiques complexes, aux problèmes de pigmentation. Il faut avoir une certaine pureté du déchet pour avoir un produit fini qui soit réutilisable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la qualité
va se détériorer au fur et à mesure du des recyclage. cycles. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on D'accord. essaye de trouver d'autres solutions. Donc il y a une fin à cette logique de recyclage à Il y a une travers. fin. D'accord. En général, au bout Ok. de 4-5 cycles, c'est Ok. plus exploitable. Ok. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive au recyclage chimique. Et le recyclage chimique, il y a des technologies qui sont très prometteuses. On a Carbios en France, il y a Loop au Canada. Il y a aussi des sociétés, je pense à ces sociétés-là parce qu'elles sont cotées, mais il y a d'autres sociétés privées aussi. Il y a Mura, par exemple, technologie en Angleterre. Et donc là, l'idée, c'est de trouver justement des sociétés qui soient capables de s'affranchir de cette contrainte au niveau du déchet. Ouais. Et de s'affranchir aussi de cette contrainte de Je comprends. détérioration de la qualité. Ouais. Et ces technologies y arrivent. Le vrai défi pour elles, c'est d'arriver en fait à l'échelle. À l'échelle, d'accord. Et c'est là La où contrepartie, en fait, c'est qu'il beaucoup n'y a plus pas industriel. d'échelle encore sur Pas ce encore. recyclage chimique. Et c'est pour ça D'accord. qu'on a encore 100%, enfin la quasi-totalité des capacités qui sont du mécanique. Avec ces deux technologies, notamment la chimique, on peut envisager un recyclage plus important demain des plastiques, au-delà de ceux que vous avez cités, le Oui. PET et les autres, l'emballage, on va dire grande conso. On peut se permettre d'imaginer que les 90% de déchets plastiques non recyclés puissent l'être au fur et à mesure. Oui, enfin ce ne sera pas les 90%. parce qu'on aura j'entends toujours bien. des problèmes de... alors, déjà, les 90%, comme je vous le disais, il y a à peu près la moitié c'est incinéré, l'autre moitié mis en décharge. Il y a une partie qui est perdue. Ça, c'est les chiffres en Europe. Hein. C'est pas, enfin, par exemple, la partie plastique perdue, elle est beaucoup plus importante en Asie, en Afrique. Donc, oui, ça va contribuer. En fait, plus il y aura de technologie, D'accord. plus on va augmenter les capacités et plus on va diversifier en fait les contraintes d'approvisionnement et le produit fini. Et donc c'est ça ce qui va contribuer à augmenter les capacités de plastique recyclé. Ouais. Pour l'investisseur, qu'est-ce que vous dites on en est où dans une logique d'investissement si on veut investir dans ce thème-là? Vous avez cité quelques noms de sociétés. Alors Carbios, évidemment, on connaît bien, côté à Paris. Mais là, on parle de boîtes qui sont des boîtes de techno, justement, qui apportent des solutions technologiques. C'est des profils de risque intéressants. Il y a des acteurs de marché quand même qui se structurent, qui ont des tailles significatives, qui permettent à des investisseurs de les accompagner. Je dirais que c'est plus compliqué de trouver des acteurs matures parce qu'aujourd'hui, dans les sociétés cotées, on va avoir beaucoup de biotech industrielles. D'accord. Donc, vraiment qui sont dans cette idée qui ont en général une techno de recyclage chimique, mais qui attendent encore la mise à l'échelle. C'est le cas pour Aventium, c'est bioplastique, c'est un peu différent, mais Aventium est sur le point d'inaugurer son usine. Carbios, elle est en construction. Loop également. Donc, on est encore dans ces phases biotech. La preuve industrielle est encore à Oui, faire, quoi. tout à fait. Et par contre, après, les groupes, les sociétés plus matures, sont des groupes très diversifiés qui sont à ce moment-là, je veux dire, on joue pas uniquement la thématique du recyclage de plastique. Service aux collectivités. Enfin, oui, c'est ça. Voilà. On est sur vraiment des. D'accord. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus varié. Ouais. Donc, j'ai pour un investisseur qui veut exclusivement se concentrer sur cette thématique-là, je l'encouragerais à aller vers les biotech industrielles et faire le choix de la technologie la plus convaincante. Ouais. Bon. Et là, il y a quelques acteurs, vous avez cité, mais c'est beaucoup du privé, du non coté encore aujourd'hui. Enfin, c'est aussi dans cet univers non coté qu'on va trouver aussi les technologies prometteuses peut-être demain. Avec la phase de dérisquage à faire encore de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. C'est du non-coté. Alors déjà, pour le thermomécanique, c'est un tissu déjà de PME avec ancrage local et privé. Je comprends très bien. En général. Familial, quoi. Familial, exactement. Qui se développe beaucoup via le M&A. Ouais. Pour le chimique, ça va être des biotech industrielles qui, elles, vont recourir au levée de fonds, etc. pour se financer. Mais encore une fois, la route est longue. J'entends. Oui, on est à des niveaux de risque. Mais c'est un profil de risque important. Oui, biotech industrielle, vous avez très bien donné l'image, effectivement. Merci beaucoup, Paul. Merci d'être venu évoquer pour nous ces enjeux autour du plastique, des plastiques et du recyclage des déchets plastiques. Précisément, Paul Defroment, Managing Director au sein de la recherche action de Bryan Garnier, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.